merci à la Société de réanimation de m'avoir invité pour parler de ce sujet-là, qui est extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr de pouvoir apporter la réponse. Je savais que Rémi allait passer derrière. J'ai essayé de passer avant lui, mais j'ai eu une opposition totale. Il vous a montré plein d'études. Moi, je vais essayer de vous donner les concepts généraux et je ne parlerai pas de PKPD. Je laisserai la parole à mon collègue qui fera ça. Donc, voilà mes conflits d'intérêts. Je voulais juste avant dire qu'il ne faut pas négliger l'histoire qui vient de s'écouler, c'est-à-dire la pandémie de BLSE, et regarder ce que nous avons fait et quelles conclusions nous pouvons tirer pour l'avenir. D'abord, il n'y a aucune étude randomisée en double aveugle qui permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement A versus un traitement B dans cette indication-là. Que la majeure partie des études qui sont publiées à ce jour sont des études rétrospectives ou des études de cohorte observationnelles et qu'il est très difficile de tirer des conclusions pour vous dire telle molécule est particulièrement la molécule de référence. De plus, il y a de nombreuses limites aux études qui sont publiées actuellement. D'abord, le faible effectif, et on comprend pourquoi. Des biais d'inclusion et la non prise en compte de la comorbidité, notamment dans l'évolution clinique des patients et le décès, ce qui est d'autant plus vrai pour les patients de réanimation. Et surtout, la grande hétérogénéité des patients qui sont inclus, des espèces qui sont concernées. Et très clairement, on a quelques données in vitro, et vous allez voir que les résultats sont relativement paradoxaux pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas parler de carbapénémase. Il y a plusieurs classes de carbapénémase et au sein de chaque classe, l'activité enzymatique est différente. Et donc toute la difficulté revient à dire que probablement entre deux KPC, entre une KPC et une iminépéménase, vous allez comprendre, il y a des différences qui font que nous ne pouvons pas interpréter de la même façon les choses. Et enfin, et pour finir, il y a tellement de co-résistance que, encore une fois, probablement qu'une KPC qui a en plus une BLSE et une imperméabilité rend les choses beaucoup plus compliquées que d'habitude. Autre élément dans les limites, c'est le type de patients qui sont inclus. Si la chirurgie abdominale et l'infection urinaire sont les deux plus fréquentes, notamment dans les études et les essais pivots des nouvelles molécules, ce sont finalement des situations qui ne sont pas très difficiles en ce qui concerne l'infection urinaire, parce que les concentrations dans les urines sont telles qu'on va surpasser les CMI et on va finir par guérir les malades. Quant à l'infection intra-abdominale ou l'infection sur cathéter, il suffit d'un geste chirurgical ou du retrait du cathéter pour guérir les patients. Et le problème des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, c'est que nous mélangeons probablement les vrais PAVM aux trachéobronchites. Et là aussi, on déséquilibre finalement les groupes et on ne sait pas très bien comment interpréter les choses. Et puis pour finir, et un élément extrêmement important, c'est comme KPC est épidémique en Grèce, aux États-Unis, en Israël et en Italie, la majeure partie des études et des molécules ont été développées sur cette indication-là. Mais ce qui ne parle pas du tout sur les autres mécanismes de résistance que sont OXA48 ou NDMA. Alors, juste pour qu'on reprenne un petit peu les choses, il faudrait quand même qu'on garde à l'esprit que, comme pour les BLSE, ça reste une situation rare et extrêmement rare en France. C'est-à-dire qu'on en a tous vécu au moins un cas ou deux cas, mais ce n'est pas quelque chose de fréquent en dehors des périodes épidémiques. Deuxième élément, comme pour BLSE, l'efficacité d'un antibiotique quel qu'il soit va dépendre de la dose de l'antibiotique au site de l'infection et de la dose de l'inhibiteur si vous mettez un inhibiteur en même temps. Donc attention, c'est ce double, entre guillemets, cette double loi qui doit régir nos choix antibiotiques. Et puis, je vous ai parlé des différents sites d'infection et des problématiques du drainage des infections ou pas. Enfin, tout à l'heure, on a discuté un petit peu, c'est tout à fait différent de se positionner au moment où on a l'identification microbiologique, et je pense que ce n'est pas le problème, à mon sens, qu'en amont, lorsqu'on est suspect du patient. Pourquoi? Parce que quand on est suspect du patient, notamment sur les patients graves, il va falloir avoir l'antibiothérapie probabiliste la plus adéquate. Et donc, il va falloir, évoquer la possibilité que ce soit une carbapénémase, qui est rarissime finalement en France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, au sein de ces carbapénémases, évoquer celle qui pourrait être responsable pour pouvoir adapter le traitement, sachant qu'il n'y a pas une molécule qui soit miraculeuse sur toutes les carbapénémases que nous avons. Et je voulais juste faire un aparté à partir des études récentes qui sont publiées dans la littérature. Et ce que tu viens de dire, Rémi, merci, c'est que, attention, nous sommes dans des situations où nous avons des mécanismes de résistance qui sont complexes, qui sont associés à des co-résistances sur des patients qui sont graves en réanimation et que je ne suis pas sûr que dans le choix probabiliste des molécules, il faut qu'on ait en tête l'écologie microbienne.
S'il faut l'avoir en tête globalement pour nos unités, j'en suis persuadé, il faut lutter pour ça. Individuellement, au moment du choix, il faut rester dans l'esprit que le bénéfice individuel pour ces malades, et uniquement ces malades, doit, entre guillemets, prévaloir sur l'éventuel risque collectif, dans la mesure où plus on avance, plus on a l'impression que le risque collectif, on ne le maîtrise pas. Et puis, très clairement, je ne peux pas vous parler de carbapénémase, je ne sais pas, chaque carbapénémase est différente des autres, et peut-être que l'avenir, finalement, n'est plus de réfléchir en termes de mécanismes de résistance que nous avons appris, nous les vieux, mais en termes de CMI, c'est-à-dire le phénotype de résistance et non pas du tout le génotype de résistance. Et probablement que c'est l'avenir, et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Maintenant que le préambule est fait, je suis désolé, quelques éléments. Voilà l'épidémiologie, donc on sait des mécanismes de résistance différents en fonction des régions, et nous sommes essentiellement concernés par les OXA48, puisque nous sommes, entre guillemets, la porte d'entrée vers l'Europe. Autre chose, 3 classes différentes. La classe A, les KPC, qui, elles, prédominent à New York, aux États-Unis, en Grèce, et qui, chez nous, sont responsables d'épidémies. Juste pour rappeler qu'en général, elles restent sensibles aux inhibiteurs, même si on ne peut pas utiliser les inhibiteurs dans cette indication-là. La deuxième, ce sont les métalloenzymes, NDM1, essentiellement le Pakistan, l'Inde et évidemment la Grande-Bretagne avec là pas de pénicilline active a priori, à l'exception de l'astréonam. Et puis les classes D, OXA48, où l'activité imipénémase des classes D, elle est plus ou moins importante, et c'est là où l'imipénème peut rester encore actif. Et autre élément, 30% d'entre elles restent sensibles aux céphalosporines à condition qu'elle n'ait pas une BLSE associée ou une céphalosporinase associée. Et celle-là, elle circule dans la Méditerranée. Pour vous montrer que c'est un peu plus complexe que cela, vous avez le niveau d'expression de l'enzyme, vous avez le type de l'enzyme, et au sein d'une classe, vous pouvez en voir des enzymes différentes. Et je vous demande juste de regarder la classe A sur l'astréonam. Si vous vous intéressez aux mécanismes de résistance qui existent, par exemple chez les Pseudomonas aeruginosa, l'astréonam ne sera pas actif. À l'inverse, l'astréonam peut être actif sur les KPC. Donc, finalement, ça dépend de 2 facteurs. D'abord, le profil de résistance, et en théorie, il devrait refléter l'activité, sauf si on a des mécanismes de résistance associés. Et puis l'autre élément que nous ne possédons pas, c'est le niveau de résistance. Plus vous avez un gène qui est répété dans le chromosome, ou dans le plasmide, excusez-moi, plus la probabilité que la quantité d'enzymes soit importante et qu'elle inhibe soit élevée. Et ça, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et donc, en pratique, une carbapénémase peut être sensible aux imipénèmes comme résistante, et vous avez un petit peu tout cela, sensible à intermédiaire. Et donc, on pourrait éventuellement utiliser, comme pour les BLSE, on pourrait aussi utiliser les inhibiteurs ou parfois, dans certaines situations, les céphalosporines. Mais attention, il y a des situations compliquées, notamment les situations dans lesquelles les espèces ont des mécanismes de résistance, comme Pseudomonas, on prend l'exemple, mais on pourrait prendre l'exemple des entérobactères ou des Klebsiella, où les porines sont un peu moins perméables que pour, par exemple, dans le cas des Escherichia coli. Voilà, l'épidémie française, c'est OXA48. Et si on doit s'intéresser, on devrait s'intéresser aujourd'hui à OXA48 et un petit peu à NDM1. Les KPC sont épidémiques dans notre pays pour l'instant. Quand on regarde les facteurs de risque d'acquisition, très peu d'études, mais toutes les études vont dans le même sens. Un facteur de risque d'acquisition, l'étranger, l'hospitalisation à l'étranger, mais peut-être au-delà maintenant, c'est l'étranger, la durée de séjour, l'antibiothérapie préalable. Y compris quand vous voyez les études publiées récentes qui regardent en cas témoin, finalement, le poids de l'antibiothérapie chez les patients et la colonisation préalable sont les 2 éléments qui prédominent. Alors, quelles sont les possibilités thérapeutiques que nous ayons? Il n'y en a pas tellement que ça. Il y a effectivement, on pourrait utiliser dans certaines situations les anciennes molécules. On pourrait utiliser pour la classe B l'astréonam, je vous l'ai dit, ça reste sensible. Et pour les classes D, OXA48 qui nous intéressent, on peut encore utiliser l'imipénème à condition que l'imipénème soit actif. Et puis, il faudrait se poser la question, où est la place des nouvelles molécules? Et puis, dans les non-bêta-lactamines, j'aurais dû enlever carbapénème, excusez-moi, il y a la tigécycline, la phosphomycine et la colimycine, et peut-être les aminoglycosides. Très rapidement, quelques messages. Toutes les études rétrospectives, y compris les études poulées, ont suggéré que la bithérapie faisait mieux que la monothérapie
avec la réserve qu'il y a de nombreux facteurs confondants qui ne sont pas pris en compte. Non seulement l'apithérapie semblerait faire mieux, mais l'apithérapie qui contient, je vais essayer de vous le montrer ici, qui contient un carbapénème, ferait encore mieux que les bithérapies sans carbapénème, à condition, encore une fois, que in vitro ce soit sensible au carbapénème. Ça, c'est le travail de l'équipe grecque qui avait colligé 819 bactériémies, et 205 ici, mais au total, ils avaient repris toutes leurs études et ça allait dans ce même sens. Effectivement, chaque fois que vous aviez en combinaison des carbapénèmes, il semblerait que la mortalité soit inférieure aux autres groupes. Attention, ce sont des études observationnelles de cohorte. Peut-être celle qui nous intéresse le plus, c'est l'étude publiée par l'équipe de Rodriguez-Bano, qui avait regardé de façon rétrospective quel était l'apport lorsque le patient recevait un traitement d'emblée adéquat de la bithérapie versus la monothérapie, et qui suggérait que chez les patients les plus graves, caractérisés par les infections non urinaires non digestives, le Charlson élevé, le score de Pitt et le sepsis à l'admission, la bithérapie, quel que soit le type de bithérapie, faisait mieux en termes de mortalité, de réduction de la mortalité. Donc le premier message, c'est probablement la bithérapie. La bithérapie avec les carbapénèmes, oui, mais à condition, comme pour les BLSE, que la carbapénème soit sensible. Et donc le breakpoint, c'est 8 mg par litre. Inférieur ou égal à 8 mg, on pourrait l'utiliser en association. Au-delà, c'est non, ça ne marchera probablement pas. Et plus vous êtes bas, c'est-à-dire si vous êtes à 4 mg par litre, plus ça risque d'être efficace. Quand on regarde les données sur le pool des études qui ont regardé quels sont les antibiotiques qui pourraient être socles, on ne peut pas en tirer grand-chose pour être franc. Simplement, il semblerait que les aminoglycosides et la colimycine soient associés à plus de succès avec toutes les réserves que je vous ai données au départ concernant ces papiers-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la colimycine ? Oui, ça peut être un antibiotique socle, à condition que la CMI initiale soit inférieure à 2 mg par litre, et donc que cette CMI soit faite en milieu liquide. Certainement pas en monothérapie, parce que le risque d'échec est important, et très clairement, plus on va la prescrire, plus on va, entre guillemets, voir de la résistance, et là on risque de se retrouver dans une situation un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fosfomycine ? Oui, là aussi, mais jamais en monothérapie, un peu plus dans les infections urinaires du fait de la diffusion tissulaire. Là aussi, la résistance, il n'y en a pas beaucoup. Plus on va prescrire, plus elle va augmenter, mais c'est un antibiotique qui peut être de choix en association. En ce qui concerne la tigecycline, une réserve, les concentrations plasmatiques, elles sont faibles, on le sait depuis toujours. L'élimination urinaire, elle est faible. Et si on l'utilise, il faut l'utiliser en association avec des fortes doses, c'est-à-dire 200 mg en bolus, puis 100 mg 2 fois par jour. Et puis quand on regarde les données françaises, ça ce sont les données publiées par le Centre national de référence, un papier récent, et qui regardait la sensibilité aux anciens antibiotiques de nos carbapénémases, qu'elles soient de classe B, donc les métalloenzymes, ou qu'elles soient les OXA48. Et bien on est surpris de voir que finalement sur la sensibilité pour les OXA48, l'imipénème, dans les souches qui ont été étudiées 103, 99% d'entre elles restent sensibles. Ce qui suggérerait qu'aujourd'hui, avec notre épidémiologie, on pourrait imaginer sur une suspicion d'infection survenant chez un patient qui revient du Maghreb hospitalisé suspect 2, on pourrait utiliser les carbapénèmes ou la colimycine en association avec les carbapénèmes. Alors, vous savez qu'il y a des papiers dans la littérature clinique, des modèles animaux et des données in vitro qui suggèrent l'utilisation de 2 carbapénèmes pour traiter essentiellement les KPC. Une carbapénème leurre, l'ertapénème, qui se lie aux enzymes, et l'autre qui fait finalement l'activité. C'est uniquement pour les KPC, pas démontré dans les autres situations. Et voilà le schéma qui avait été proposé il y a quelques années sur la colimycine. La colimycine comme traitement socle, en fonction de la CMI, inférieure à 2 ou pas. Une fois qu'on a la colimycine sensible, l'association avec un autre antibiotique, de préférence le méropenem ou éventuellement fosfomycine ou tigecycline lorsque nous n'avons pas d'association possible. Qu'en est-il des associations ? Aujourd'hui, je vous ai fait un petit tableau. Les 3 premières, ce sont celles qui sont disponibles. Ce que nous avons, c'est des choses qui sont actives essentiellement sur les KPC. Retenez ceftazidime, avibactam. Et sur les métalloenzymes, Astreonam, avibactam. Il y a un gros point d'interrogation sur OXA48 qui nous concerne, nous. Il n'est pas dit que dans les souches que nous avons qui circulent en France, nous ne puissions pas utiliser ce type de produit, à condition que ces souches-là n'associent ni une céphalosporinase, ni une BLSE. Et nous attendons les résultats du CNR pour savoir quelle est notre épidémiologie propre.
Pour conclure, nous avons de nombreuses options thérapeutiques, mais je crois que ce n'est pas le problème. La difficulté pour nous, c'est de choisir en probabiliste le traitement, et ça, il est très difficile de le savoir aujourd'hui avec les données que nous avons. Il est certain qu'il faut utiliser une bithérapie, d'autant plus qu'on ne sait pas anticiper les co-résistances. Je crois que lorsqu'on a une documentation préalable, il faut exiger de nos microbiologistes de faire des antibiogrammes détaillés, incluant toutes les nouvelles molécules et toutes les anciennes molécules, et de tester les associations. Et le problème est, lorsque nous n'avons pas de notion de colonisation préalable, et là je pense qu'aujourd'hui, avec les données que nous avons, le traitement socle doit être la colimycine, ou éventuellement, essentiellement la colimycine, associée avec un autre antibiotique. Et donc, si vous prenez NDM1, ce sera Astréonam. Si vous prenez une donnée épidémiologique, vous pensez à la KPC, ce sera probablement une association carbapénem, ertapenem. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Et pour une OXA 48, c'est un peu plus facile, ce sera de l'imipénem. Je vous remercie de votre attention.